péage qu'on a piloté cette fois-ci en Hollande. Et là, vous voyez ici, c'est un péage routier. Alors finalement, vous avez presque un compteur de taxi dans votre voiture qui vous facture selon l'utilisation de la rue. Alors, si vous utilisez une autoroute, ça vous coûte moins cher qu'une voie artérielle, qui vous coûte moins cher qu'une voie résidentielle. Si vous vous promenez sur une rue à l'heure de pointe, c'est plus cher que si vous vous promenez hors pointe. Donc, l'idée, c'est d'influencer les comportements des gens qui utilisent leur voiture avec un instrument qui est moins brut que celui d'une taxe sur l'essence. Alors, une taxe sur l'essence, je vous charge quelques points de plus sur un litre d'essence, ça va évidemment décourager la consommation, mais vous allez la consommer, puis il n'y a aucun effet sur l'endroit où vous allez consommer ça. Alors, on a vu à Montréal, par exemple, un des maires des arrondissements qui a dit il y a des problèmes de trafic sur le plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des sens uniques, je vais empêcher le trafic par ici, je vais mettre des cul-de-sac, et puis je vais essayer de détourner le trafic vers le système artériel. Évidemment, ça a causé d'autres problèmes. Ici, ce que la Hollande a décidé de faire, c'est donner libre choix aux gens. Oui, vous pouvez utiliser les rues résidentielles plutôt que les voies artérielles, mais ça vous coûte plus cher. C'est à vous de décider. Alors, après le projet pilote de 6 mois, on a réussi à changer les habitudes de 70% des automobilistes. Et dans ce cas-là, c'était un choix volontaire. Alors, on a demandé aux automobilistes s'ils voulaient utiliser ce système-là en remplacement d'une taxe sur la route qui existait là-bas. Alors, on leur a dit, vous n'aurez pas à payer cette taxe-là, vous allez payer à l'utilisation. Maintenant, si vous utilisez la route de la même façon que vous le faites maintenant, ça pourrait vous coûter plus cher. Si vous changez vos habitudes, vous allez sauver de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à encourager les gens à dire, bon, ben, peut-être ça vaut la peine, ça va me coûter moins cher, je vais changer mes habitudes. Et en même temps, ça soulage le réseau routier. Donc, leçon numéro 3, c'est que changer les habitudes et les attitudes, c'est possible et ça ne coûte pas nécessairement cher. À Stockholm, le projet était là pour remplacer un projet d'autoroute périphérique. De construire une autoroute aurait été beaucoup plus cher que d'instaurer un péage qui va chercher de l'argent, qui permet de financer ces mêmes infrastructures publiques. Donc, ce n'est pas nécessairement cher donc d'effectuer ce changement d'attitude. Leçon numéro 4. La technologie n'est pas nécessairement parfaite. Alors là, vous voyez une voiture qui devait payer le péage. Bien là, peut-être elle n'a pas eu à payer, puis elle a été très chanceuse. Mais ça n'arrive pas très souvent quand même. Ça non plus, ça n'arrive pas souvent. Si vous avez un copain qui est peut-être un peu plus fou que vous pouvez peut-être le convaincre d'aller cacher la plaque. Mais reste que ces problèmes de technologie, si on veut, ne sont pas ceux où ça achoppe. Là où ça achoppe, c'est ailleurs. Alors ça, ce sont les transpondeurs. Alors ça, c'est en Europe. Évidemment, il y a plusieurs pays, plusieurs systèmes. Chaque pays a son propre système. Et si vous voulez avoir un transpondeur pour chaque système, vous commencez avec ça un peu. Maintenant, eux vont travailler sur le problème en créant un système de roaming, un peu comme on a sur les téléphones cellulaires. Alors, éventuellement, vous allez dans un autre pays, bien, le fournisseur va facturer l'autre fournisseur qui va vous facturer. Donc, c'est un peu, mais on comprend parce que ce sont quand même différents pays, puis ils ont été comme ça un peu différents. Là, ce serait plus grave si on avait le même problème, par exemple, à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur d'une province, qu'on se ramassait avec plusieurs transpondeurs dans une voiture, et c'est plutôt le genre de choses qu'on voudrait éviter. Malheureusement, je pense qu'en fait, on se dirige vers ça en ce moment. Leçon numéro 4. La technologie n'est pas l'obstacle au changement, le manque de planification, par contre. Alors, il faut vraiment penser à sa stratégie, sa planification avant d'embarquer. Leçon numéro 5, ça c'est la carte, l'équivalent de la carte Opus pour Singapour, qui vous permet non seulement de payer pour les transports en commun, mais pour toutes sortes d'autres choses, les taxis, les stationnements, les péages, ce qui donne beaucoup d'informations à la ville sur la façon dont les gens se déplacent. Ici, vous avez des bouées intelligentes dans la baie de Galway qui donnent de l'information aux pêcheurs, aux plages, aux universitaires sur la qualité de l'eau, le phytoplancton, les courants, les vents, les objets qui flottent dans l'eau qui pourraient être dangereux. Et toute cette information-là est donc partagée parmi plusieurs utilisateurs. Et là, vous voyez un peu la structure de Londres. Je vous ai dit, donc Londres administre une taxe. En fait, c'est Transport for London qui administre cette taxe sur la congestion.
Transport for London s'occupe des autobus, des métros, des taxis, de la sécurité des piétons, des stationnements, des Bixi, des pistes cyclables, du transport, du cargo ou du fret à l'intérieur de la ville. Ils sont responsables pour tout ce qui a trait au transport à Londres. Donc, pour eux, de gérer des urgences, des crises et de planifier pour l'avenir, c'est un peu plus facile parce qu'il y a un endroit pour aller. Il y a un endroit, la taxe rentre à un endroit, elle est dépensée à l'intérieur des transports. Il y a une certaine transparence. Vous savez que la taxe sur la congestion, elle ne va pas dans un fonds consolidé, elle va au transport. S'il y a un problème de grève dans les transports en commun, il y a un endroit pour aller pour essayer de régler, de mitiger ce problème-là. Donc, une infrastructure de gouvernance est d'une importance capitale. C'est un mauvais jeu de mots, là, mais... Leçon numéro 6. Ça, c'est un projet, c'est la rivière Hudson qui découle des Adirondack, qui va jusqu'à New York, qui est en fait un grand bassin versant important là, en termes d'approvisionnement d'eau douce pour la ville de New York, qui a été très pollué. D'ailleurs, on disait que il y a une compagnie qui fabriquait des voitures le long, et les riverains disaient que la rivière, on pouvait savoir de quelle couleur les voitures étaient peintes cette journée-là en regardant la couleur de la rivière. Alors, extrêmement pollué. Évidemment, au cours des années, ça s'est amélioré, mais reste qu'il y a de la sédimentation quand même relativement toxique dans le fond. Il y a tout un débat à savoir, est-ce qu'on devrait draguer le fond de la rivière pour le nettoyer ou est-ce qu'on devrait laisser ça là? Est-ce que ça va pas simplement empirer le problème que de créer des revenus? Alors, on crée tout un réseau de senseurs, de détecteurs pour aller chercher de l'information, de créer un modèle informatique de la rivière. Maintenant, tout ça, c'est bon, mais ça nous a pris 2 ans de modeling informatique pour essayer de comprendre ces données-là, parce qu'il y a beaucoup de données. Vous imaginez des centaines, des milliers de senseurs qui vont chercher toutes sortes d'informations à chaque seconde, à chaque 15 secondes ou à chaque minute. On ne peut pas stocker tout ça. Il faut décider quoi faire avec. Donc, toute cette architecture de données-là doit se faire au départ. Donc, la leçon numéro 6, c'est que quand on a une solution intelligente, bien, il va y avoir beaucoup, beaucoup de données, puis il faut savoir ce qu'on va faire avec ces données-là avant de commencer. Leçon numéro 7. Ça, vous avez vu des versions de ces panneaux-là un peu partout. C'est le panneau qui vous dit vous êtes pris dans le trafic, puis bon, ben, tant pis pour vous. Vous allez être pris dans le trafic jusqu'à la prochaine sortie, puis la prochaine sortie, ben, tout le monde va sortir comme vous. Vous allez être pris dans le même bouchon que tous les autres, puis gna gna. Ça, et puis des fois, évidemment, le panneau se trompe, alors là, ça, c'est un autre problème. Alors, évidemment, il y a des solutions à ça. Alors, dans plusieurs villes, nous, on fait de la prévision des bouchons. Donc, on essaye de prévoir 15, 30, 45, 60 minutes à l'avance où seront les bouchons. Il y a un accident quelque part, vite, on fait un calcul pour dire, bon, il va y avoir un bouchon à tel endroit, à telle heure. On va essayer de prévenir les gens pour qu'il y ait quand même moins de trafic qui s'y rende. Éventuellement, peut-être empêcher le bouchon complètement. Ici, c'est une cartographie de New York. Alors, en avance des tempêtes, qu'elles soient tropicales ou des grandes tempêtes de pluie, on fait une analyse au kilomètre carré du montant de précipitation et de la capacité d'absorption de Central Park, dépendant de l'humidité de la terre, etc., pour essayer de modéliser où seront les problèmes d'inondation dans les sous-sols. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'à l'avance donc de la tempête, on flush le système d'égout à certains endroits stratégiques pour augmenter la capacité d'absorption du réseau et donc d'essayer d'empêcher ces inondations dans le sous-sol. Maintenant, le fil conducteur là-dedans, c'est que le temps réel, c'est pas assez. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de prévoir à l'avance où seront les problèmes pour essayer de les empêcher. Ce n'est pas simplement de rejouer, de dire voici ce qui se passe, c'est de dire voici ce dont vous aurez besoin pour prendre une meilleure décision tantôt. Leçon numéro 8, ça c'est le centre opérationnel de Rio qui va avoir le mondial et les Jeux olympiques au cours des prochaines années, qui peut avoir des graves problèmes quand il y a des glissements de terrain pendant les grandes pluies. Et quand il y a un problème comme ça, il y a à peu près 30 ou 40 départements de la ville qui doivent intervenir entre les travaux publics, les pompiers, les ambulances, la police, etc., les inspecteurs. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un centre opérationnel où toutes ces données-là rentrent et ils peuvent faire une analyse et une réponse en temps réel à ce problème-là pour essayer de le gérer. Maintenant, à plus petite échelle, on a un exemple comme celui-là de Peterborough en Angleterre.
Ou ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé ce qu'on appelle un walk score. Vous pouvez aller au site walkscore.org, je pense, et vous calculez l'index de marchabilité d'une adresse. Alors, une adresse peut être marchable dans le sens que pour aller à l'épicerie, ben, c'est juste à côté, pour la pharmacie est à côté, le transport en commun est accessible, etc. Ou peut être beaucoup moins marchable dans le sens que vous devez prendre votre voiture pour faire toutes ces choses. Alors, on a calculé l'index de marchabilité de tous ces quartiers-là et on a indiqué des endroits ici où c'est pas très marchable et ici c'est très marchable. Et on a comparé ça à toutes sortes d'autres données. Et une des données à laquelle on a comparé cette carte sont les données de problèmes de congestion. Et on s'est rendu compte que les problèmes de congestion correspondaient souvent aux endroits où il y avait des problèmes de marchabilité. Maintenant, les ingénieurs du transport, eux, se disaient, on a un problème de congestion, on va rajouter des feux synchronisés, on va rajouter une voie pour tourner à droite, tourner à gauche, on va changer toutes sortes de choses, mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est qu'il manque une épicerie. Okay? Le problème, c'est un problème de zonage. Les gens du transport ne le voyaient pas comme ça. Les gens du zonage ne voyaient même pas qu'il y avait un problème. Donc, le partage d'informations entre les différents services est très important, comme il l'est à Rio. Donc, la leçon là, c'est qu'il doit y avoir une grande collaboration entre les différents départements de la ville pour qu'une ville soit véritablement intelligente. Leçon numéro 9. Alors, vous avez sûrement entendu de l'application Nid-de-Poule. Vous n'en avez pas à Québec, mais bon, il y en a un peu plus chez moi. Ça, c'est pas ma rue, mais ça pourrait l'être. Alors, l'application détection Nid-de-Poule, il y a des gyroscopes dans les téléphones intelligents. Vous promenez en voiture, vous frappez un Nid-de-Poule, le téléphone vibre un peu, détecte donc qu'il y a une possibilité de Nid-de-Poule, envoie les coordonnées GPS à la ville qui se dit, bon, il y a peut-être un Nid-de-Poule là. Quand il y a 50 autres personnes qui sont passées là, se dit, bon, ben là, il y a vraiment un Nid-de-Poule. Quand il y a 200 personnes, ils disent, ben, on va commencer à penser à envoyer quelqu'un. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de prioriser les Nid-de-Poule, non seulement par leur grandeur, mais par le nombre de personnes qui rentrent dedans, ce qui est peut-être plus important, dans le fond, que la grandeur du Nid-de-Poule. Alors, ça, c'est un genre d'application. Il y en a plusieurs autres dans ce genre-là, mais qui vont chercher la participation citoyenne. Et la leçon là-dedans, c'est de dire qu'il faut aider les citoyens à les aider. Ils ne cherchent qu'à donner de l'information, qu'à en donner. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen de canaliser toute cette énergie-là quelque part. Et la dixième leçon, c'est quand on a commencé tous ces projets-là, qu'on parlait de ville intelligente. Dépendant de la ville à laquelle on parlait, il y avait toutes sortes de perceptions de ce que c'était une ville intelligente. Il y a des gens qui voyaient les grands tableaux de bord, Star Trek, NASA, avec plein d'écrans de télévision, toutes sortes de choses intéressantes. Il y en a d'autres qui parlaient de quartiers vivables, agréables, marchables, conviviales. Ça, c'était la ville du futur. Il y en a d'autres qui parlaient de villes branchées, du ZAP partout, de l'île sans fil partout, du wireless partout. Tout le monde va avoir des devices partout. Pour eux, c'était leur vision. Et il y en a d'autres comme Masdar, qui est une ville dans les Émirats arabes, qui est créée à zéro, qui va être une ville à émissions de gaz à effet de serre net zéro, émissions de gaz à effet de serre, ce qui est assez ironique dans les Émirats, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de voiture individuelle. Donc, si vous voulez vous déplacer d'un endroit à l'autre, vous commandez un pod téléguidé qui vous permettra d'aller où vous voulez aller. Il n'y aura pas de chauffeur, ce sera tout coordonné par ordinateur. Il y a une grande réutilisation d'eau. Alors, toutes sortes de choses très intéressantes là-dedans, dans ce projet-là, qui est finalement une expérience. Comment est-ce qu'on peut essayer de découvrir en créant quelque chose de neuf et en se donnant des ambitions vraiment très, très élevées? La leçon, là, c'est que finalement, il n'y en a pas une définition unique du concept de ville intelligente. Et c'est un peu un mélange de ces quatre choses-là. Une ville qui est un peu branchée, qui utilise ça pour rendre ça un peu plus convivial, qui permet aussi de l'expérimentation, qui essaye des choses neuves. Ça, ce sont les éléments d'une ville intelligente. Et le mix d'une ville à l'autre va être un peu différent. Alors, sur ce, je vous laisse avec les 10 leçons et je vous remercie de votre attention.